On est en 1959, URSS, 9 alpinistes russes décident de faire une traversée dans les hautes montagnes de l'Oural en Sibérie. Igor Dyatlov, le meneur du groupe, avait prévu d'envoyer un télégramme à son organisation le jour de son arrivée, mais les jours passent et toujours aucun signe de vie des 9 alpinistes. Alors une opération recherche est mise en place. Après quelques jours de recherche, les 9 corps sont retrouvés sans vie. Ils avaient visiblement essayé de fuir quelque chose. Les alpinistes ont été découverts en sous-vêtements. Le corps d'une des randonneuses avait carrément le visage arraché avec les yeux et la langue manquant. Leurs vêtements présentaient une forte présence de radiation. L'un d'entre eux avait de multiples fractures au crâne et au torse. Après analyse du corps, le résultat est formel. Les fractures qui ont été constatées sont similaires aux graves accidents de voiture, comme si son corps avait subi une pression phénoménale. Les corps ont été retrouvés à plus d'1 kilomètre de la tente. Mais pourquoi ces randonneurs avaient quitté cette nuit-là leur abri en pleine tempête à des températures qui peuvent facilement descendre à moins 20 degrés dans la région? Nous allons voir ça ensemble. Permettez-moi de vous prendre la main et de revenir 63 ans en arrière en plein air soviétique. Salut à tous, c'est Gaza. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire du col de Dyatlov. Une histoire trop flippante. Moi, la première fois que j'avais regardé l'histoire, je m'en rappelle, j'étais devant ma télé et je me posais toutes sortes de questions concernant la mort de ces alpinistes. Mais toutes les hypothèses que j'avais entendues ne me satisfaisaient pas. Il y avait toujours des éléments qui collaient pas à la manière de comment je voyais les choses. Mais bref, parlons pas trop. Direction la Russie. 10 étudiants qui ont pratiquement tous la vingtaine organisent avec leur établissement une grosse expédition dans le but d'atteindre l'Otterton, une montagne du massif de l'Oural avec un itinéraire de 320 km. L'expédition devait durer entre 17 et 19 jours. Ils avaient tous une grande expérience dans la randonnée, c'était pas des retraités qui font de la marche dans les petites montagnes du coin. Eux, ils étaient capables d'atteindre des sommets de 2500 mètres et à marcher dans des températures extrêmes. Ça vous donne une idée de leur détermination. Malgré cette solide expérience, l'expédition dans laquelle ils s'apprêtaient à se lancer était un cran au-dessus. Les montagnes du nord de l'Oural étaient sans pitié avec des blizzards qui vous congelent vivants et qui vous désorientent de votre direction. Mais le groupe n'a pas froid aux yeux. Composé de 8 hommes et de 2 femmes, ils décident tous ensemble de prendre un train en direction d'Ivdel avec leurs sacs contenant des vêtements de rechange, des appareils photo et des journaux. Le groupe avait 3 appareils photo avec lesquels ils prendront plusieurs clichés. Toutes les photos que vous verrez dans la vidéo sont des vraies, à part quelques-unes d'entre elles pour les biens de l'illustration de la vidéo, mais ils sont faciles à remarquer. Une fois arrivés, ils mangent, se reposent, achètent de la nourriture. Ensuite, ils payent une personne pour les conduire en camion à Visaï, le dernier petit village qui sépare l'infini désert blanc. Le 27, l'expédition commence en direction de l'Otterton. Après un jour de marche, Yuri Yudin, un des membres du groupe, signale à ses collègues qu'il commence à avoir une grosse douleur au genou et leur dit qu'il ne continuera pas la traversée. Alors ses collègues le prennent dans les bras sans savoir que c'est la dernière fois qu'il les verra vivants. Le destin lui avait réservé une toute autre fin. Le groupe est maintenant réduit à 9 membres. Ils continuent leur marche avec une météo calme. Comme vous pouvez le voir, la neige n'est pas très épaisse. Avec un vent quasi nul, une température de moins 8 degrés d'après les écrits dans le journal d'Igor Dyatlov, le meneur du groupe. Plus en plus qu'ils avancent, plus en plus les conditions vont devenir très difficiles. Pendant leur marche, ils vont tomber sur des messages gravés sur des arbres qui ont été faits par les Monsi, un petit peuple qui vit depuis des siècles dans ces terres reculées. Ils se nourrissent grâce à la chasse et à leur élevage de rennes, un peu comme les Indiens du continent américain. Ces messages gravés sur les arbres servent à s'informer de la zone, les animaux qui ont été aperçus et d'autres détails. C'est comme un panneau qu'on peut retrouver dans les villes. Et Dyatlov va décider de suivre ces messages pour s'orienter dans sa direction. Ils prennent note sur leur carnet et continuent leur marche. Ils s'arrêtent de temps à autre pour prendre quelques pauses, pour manger
et reprendre de l'énergie. Quelques jours après, les conditions commençaient à fortement se dégrader. On est alors le 30 janvier. À force de marcher, ils ont atteint une grande altitude. La température est descendue à -27 avec des vents infernales qui empêchent une bonne visibilité. Avec maintenant une épaisseur d'1,30 m de neige alors qu'ils sont à peine à 20% du trajet. Vers le soir, ils décident de se faire un petit camp pour y passer la nuit. Et le lendemain, ils reprennent la marche avec une météo toujours aussi difficile. Ils trouvent un moyen de se faciliter la marche dans cette épaisse couche de neige. Un d'entre eux laisse son sac à son collègue et à la force de ses jambes, il fait un chemin dans la neige pour faciliter la marche aux autres. Malgré ça, ça commençait très clairement à devenir compliqué pour les 9 membres du groupe. Alors avant de s'engager dans une montée d'un col, ils commencent à déposer de l'équipement dans des petits endroits qu'ils ont mémorisés pour le trajet du retour. Ils gardent que les équipements essentiels pour ne pas trop se compliquer la marche en sachant qu'elle l'est déjà assez comme ça. Le 1er février, ils commencent leur traversée du col. Ils avaient prévu de passer la nuit de l'autre côté de la montagne à l'abri des vents violents. Mais la météo était tellement apocalyptique avec des blizzards qui empêchaient une visibilité à plus de 4 mètres, ils feront qu'une poignée de kilomètres avant de s'orienter vers l'ouest. Après des heures de marche, ils se rendent compte de leur erreur de trajectoire. Ils décident alors de s'arrêter et de faire un campement sur le flanc de la montagne. Un choix étrange de la part de Dyatlov alors qu'à seulement 1 kilomètre un peu plus bas, il y avait une forêt à l'abri des vents dans laquelle il pouvait installer son campement. Mais peut-être avec le manque de visibilité et la tempête, il s'est dit qu'il ferait mieux de camper sur place pour reprendre le lendemain le trajet dans le bon sens. Plusieurs théories existent concernant ce choix, mais nous ne pouvons pas en être totalement sûrs. Ce soir-là, dans la nuit du 2 et du 3 février 1959, les 9 randonneurs vont tous décéder subitement d'une manière très étrange. Dyatlov, avant de partir en expédition, il avait prévu avec son établissement sportif qu'une fois sur le chemin du retour, dès qu'il atteindra le petit village Visaï, il leur enverrait un retour pour les informer de la réussite de l'expédition. Vers le 10 février, au plus tard le 12, mais les jours passent et toujours aucun retour. Les premiers jours, l'établissement ne s'inquiète pas plus que ça. Ils se disent qu'ils ont un simple retard, ce genre d'envoi prend un certain temps à leur parvenir. Mais les proches des randonneurs trouvent pas ça normal. Ils mettent la pression à l'établissement qui décide après quelques jours d'attente de signaler la disparition aux autorités et d'organiser une équipe de recherche constituée d'élèves et de professeurs pour pousser les recherches. Peu de temps après, c'est l'armée russe qui prend les commandes et envoie des hélicoptères et des avions survoler la zone. Le 26 février, pendant qu'un groupe de secouristes ratisse les pentes du Kolatsiakl, un étudiant nommé Mikhal Charavin aperçoit au loin un piquet de tentes qui dépasse de la neige. Une fois que la neige a été évacuée, il découvre que c'est bien la tente de ses camarades gravement endommagée. Et il distingue très bien les coupures au couteau sur la tente, comme si quelqu'un avait coupé le tissu de l'intérieur pour observer quelque chose. Tous les équipements des randonneurs étaient à l'intérieur de la tente, mais personne n'était à l'intérieur. Il est loin d'imaginer la suite des découvertes. Il signale aux autres équipes de recherche sa trouvaille. En voyant la tente, tout le monde est totalement choqué. Ils le savent qu'il s'est produit quelque chose de terrible. Pour que des randonneurs abandonnent leurs affaires dans des conditions météorologiques pareilles, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Les enquêteurs vont aussi trouver différentes traces de pieds dans la neige. Ils appartiennent aux 9 randonneurs, mais le plus surprenant, c'est qu'ils ont fui leur campement en chaussettes et certains même à pieds nus. Ces traces s'étendent sur plus d'1,5 km et en les suivant, ils tombent sur un bois dans lequel sera retrouvé 2 corps, celui de Krivonischenko et de Dorotchenko en sous-vêtements complètement gelés. Krivonischenko avait des brûlures à la jambe et une morsure à la main qui s'est faite lui-même. La peau s'est complètement arrachée et elle lui est restée dans la bouche. Ils avaient visiblement essayé de faire un feu de camp pour se réchauffer, mais le froid extrême a eu raison d'eux. L'un d'eux a tout de même essayé de monter sur un grand pin pour probablement se protéger du froid. Mais il finit par chuter, cassant
au passage plusieurs branches et s'écraser sur le dos avant de rendre son dernier souffle. Et 300 mètres plus loin, le corps de Dyatlov, le meneur du groupe, qui sera retrouvé congelé, les yeux encore ouverts dans une position qui laisse penser qu'il tentait désespérément de regagner le camp. Il avait des écorchures autour de la cheville et une entaille à la main, ce qui laisse penser qu'il aurait lui aussi tenté de grimper sur un arbre pour se protéger du froid. Et à quelques mètres, le corps de Kolmogorova et Slobodin, qui avaient une petite fracture au niveau du crâne mais pas une blessure mortelle. Eux aussi, d'après la position de leur corps, il semblerait qu'ils essayaient de regagner leur camp. Les 3 corps ont été retrouvés dans la même zone, comme s'ils auraient fui quelque chose en suivant Dyatlov. Ils se rendent compte qu'ils vont pas tenir dans ce froid, alors ils décident tous de revenir sur leurs pas pour regagner le camp dans lequel étaient les sacs, mais le froid finit par les tuer. Les corps étaient tellement gelés qu'ils gardaient leur position. Ça, c'est Kolmogorova. Son corps a été bien conservé par le froid. On peut voir l'expression de son visage avant de mourir. La pauvre, elle a dû se sentir aller progressivement. Il reste plus que ces 4 derniers, Dubinina, Kolevatov, Chibobrignol et Zolotaryov. Les recherches vont prendre 2 mois pour les retrouver. Le 4 mai, ils sont retrouvés sous 4 mètres de neige dans un ravin près d'un ruisseau. D'après la distance parcourue entre l'endroit où ils sont retrouvés et le camp, c'est ceux qui ont parcouru la plus grande distance, alors c'est ceux qui ont résisté le plus longtemps au froid. Ils sont découverts portant les vêtements des autres randonneurs morts près du grand pin retrouvé 2 mois avant. Dans leur dernier retranchement d'un geste désespéré, ils ont déshabillé les corps de leurs collègues déjà morts pour se couvrir et continué leur marche vers un endroit plus sécurisé, là où ils seront découverts sous 4 mètres de neige. Mais c'est là que ça va devenir plus étrange. Après l'autopsie des corps, le résultat fait froid dans le dos. 3 d'entre eux avaient des blessures graves. Thibaut Brignol avait le crâne fracturé sans aucune plaie ou hématome sur la peau, donc ça laissait penser qu'ils n'ont pas subi des coups, mais plutôt une grosse pression qui a causé ces fractures. D'après les chercheurs, ça ne pouvait pas être l'œuvre d'un humain. La force de pression qui doit être appliquée pour un résultat pareil était bien trop élevée. Ces blessures sont semblables aux accidents mortels de voiture, mais l'endroit isolé de plusieurs kilomètres de toute civilisation n'expliquait rien de toutes ces découvertes. Le corps de Dubinina avait 10 côtes cassées avec le visage complètement défiguré. Ses proches n'ont pas pu la reconnaître le jour de l'autopsie. Elle avait la langue et les yeux arrachés comme si elle a été le cobaye d'un test scientifique d'une civilisation inconnue. Les vêtements qu'elle portait avaient une forte concentration de radiation. Personne ne comprenait la raison de cette présence. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs signalements dans la nuit du 2 et du 3 février d'habitants qui vivent à une 60aine de kilomètres des lieux du drame qui disent avoir vu des lueurs oranges au-dessus de la montagne du col. Le groupe de randonneurs aurait-il aperçu un ovni au-dessus de leur tente avant de tous prendre la fuite? Ça expliquerait peut-être les coupures au couteau. Ils ont peut-être tenté, en étant complètement paniqués, de regarder à l'extérieur pour fuir au bon moment. Ou même peut-être qu'ils ont rencontré une créature pas encore connue de l'homme. Comme on peut voir sur cette vraie photo prise par un des randonneurs quelques jours avant la tragédie, on voit très clairement une silhouette très étrange qui visiblement était en train de les suivre dans les bois. À vous de juger. Le 3e corps, celui de Zolotaryov, avait 5 côtes cassées. Lui aussi, ses yeux n'étaient plus dans leur orbite. Et le 4e, Kolevatov, avait le nez fracturé et le cou déformé causé par une forte pression, mais d'après analyse, il serait mort de froid. Les autorités ont soupçonné à un certain moment la tribune des Mansi de s'en être pris aux randonneurs comme ils se sont permis de pénétrer leur territoire, mais aucune empreinte de pas n'a été aperçue autour du camp à part celle des 9 randonneurs et aucune trace de lutte n'a été constatée sur les corps. Et bien d'autres
éléments prouvent leur innocence. En plus, les Monsi sont connus pour être un clan pacifique, alors cette hypothèse a été très vite abandonnée. Il y avait aussi des rumeurs qui disaient qu'un groupe se serait échappé d'un goulag et qu'ils avaient rencontré les randonneurs cette nuit-là avant de les massacrer. Mais la rumeur la plus répandue, c'est bien celle d'un essai militaire. Le groupe se serait accidentellement retrouvé dans une zone où l'armée russe aurait lâché une mini-bombe nucléaire, ce qui expliquerait la présence de radiation sur les vêtements et la couleur de peau des étudiants. Mais ça n'explique pas les blessures retrouvées sur les corps et aucun impact d'explosion n'a été découvert dans la zone, donc c'est forcément pas la bonne explication. L'événement crée plus de questions que de réponses. Aucune personne ne trouve d'explication. Les familles veulent des réponses, mais l'événement qui s'est produit dépasse toute explication logique. Alors l'affaire finit par être classée avec un rapport d'enquête qui dit « Il est conclu que la cause de leur décès provient d'une force irrésistible que les randonneurs n'ont pas su surmonter. » Comme vous pouvez le voir, ils se sont pas cassé la tête. Ensuite, l'affaire finit par être classée. Quelques années plus tard, en hommage aux 9 randonneurs décédés, le col où s'est produit la tragédie a été renommé le col de Dyatlov. Nous voilà maintenant sans explication, mais bordel, qui pourra nous répondre à cette question? Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces randonneurs pour qu'ils perdent la vie de cette manière? D'un côté, nous avons un gouvernement qui cache plusieurs éléments de l'enquête et classe le dossier, et d'un autre côté, on a des randonneurs qui ont des blessures qu'aucun être humain ne peut faire, et tous les corps sont complètement radioactifs. Y aurait-il un lien avec les lueurs aperçues par des habitants cette nuit-là? Mais pas si vite. L'environnement extrême dans lequel ils étaient aurait-il pu les surprendre d'une certaine manière assez connue et qui nous a pas vraiment donné envie d'y croire pour différentes raisons. Je parle bien de l'hypothèse de l'avalanche, mais laissez-moi vous expliquer. Avant de me dire que ça n'explique pas les radiations et les blessures des randonneurs. En plus, l'inclinaison de la pente n'est pas assez verticale pour déclencher une avalanche. Mais doucement, laissez-moi parler. Déjà, c'est sûr que c'est pas une avalanche, mais peut-être bien que la cause de la mort des 9 randonneurs était l'œuvre d'un éboulement. Le dossier est réouvert en 2019 et en 2021, des chercheurs suisses ont fait plusieurs tests sur la possibilité qu'une avalanche se produit sur le même degré d'inclinaison de la pente où se trouvait le camp des randonneurs, soit 30 degrés, ce qui est beaucoup trop faible pour qu'une avalanche se forme. Mais la vie est complexe et il y a des facteurs qui demande une recherche minutieuse qui aurait pas été remarquée et qui aurait pu déclencher un éboulement. Je m'explique. Le 26 février 1959, le jour où la tente a été découverte, le groupe avait creusé la neige de manière à rendre le sol plat pour qu'ils puissent installer la tente. En faisant ça, ils créent un creux qui sépare la tente de la neige, mais ils négligeaient la quantité de neige qui tombait et qui pouvait les mettre en péril. De plus, ce jour-là, il y avait un vent puissant appelé katabatique. C'est un courant d'air qui descend sur toute la montagne, transportant avec lui une certaine quantité de neige qui s'accumulait au-dessus de leur tête. Ça a créé plusieurs couches fragiles qui a fini par s'effondrer avec le poids sur la tente, blessant grièvement au torse et à la tête 3 randonneurs qui ont ensuite coupé la tente avec un couteau sous la neige, pour ensuite prendre la fuite en sous-vêtements à moins 30 degrés et se diriger un peu plus bas vers les bois où seront retrouvés les corps. Cette chute de neige expliquerait les blessures des randonneurs et l'absence d'hématomes sur la peau. Et concernant Dubinina et Zolotaryov, ils avaient le visage méconnaissable et les yeux manquants. L'explication est tellement logique qu'elle m'a fait sourire. Les 2 corps ont été retrouvés sous 4 mètres de neige et en dessous de toute cette neige, il y avait un petit ruisseau d'eau dans lequel il y avait les 2 corps avec la tête dans l'eau. C'est ce qui a rendu les visages en état de décomposition. Les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait appel à plusieurs grosses boîtes comme Disney pour savoir, grâce à leur système de simulateur de neige, la manière de comment la neige se déplace. Et font aussi appel à General Motors qui ont fait dans le passé différents tests de collision sur de vrais cadavres. Ils étaient alors bien placés pour détenir des informations qui permettraient de
prouver les blessures qui ont été découvertes sur les corps des randonneurs. Après la modélisation des deux chercheurs, le résultat est formel. Un bloc de neige long de 5 mètres aurait pu briser le crâne et les côtes des randonneurs. La force qui a été mesurée à l'impact dépassait facilement les 480 kg, ce qui est très suffisant pour engendrer de graves lésions internes. Les études des chercheurs s'arrêtent ici, mais ça nous donne pas mal d'idées de ce qui aurait pu causer leur mort. Et concernant la forte radiation qui a été détectée sur les corps, certaines personnes disent que la montagne et les alentours sont déjà radioactifs à cause d'une source qui l'a polluée. Malgré ces hypothèses et ces preuves, il y a plusieurs éléments sans réponse, comme les lueurs lumineuses qui ont été aperçues au-dessus de la montagne cette nuit-là, malgré qu'il y en a qui n'y croient pas en disant que c'est impossible de voir des lumières durant un blizzard dans lequel on voyait pas à plus de 8 mètres. Mais je pense que ces gens n'ont pas pris en compte tout le signalement. Les lumières qui ont été aperçues se trouvaient dans le ciel, non pas au sol. Si les lumières seraient au sol, on pourrait croire que c'est impossible de les voir avec toute la quantité de neige qui est transportée par le vent cette nuit-là, mais les lumières étaient bien là-haut dans le ciel. Alors moi perso, j'y crois pas à cette version qui a pour but de démentir ce phénomène qui a très bien pu apparaître cette nuit-là. Et concernant aussi la photo prise par un membre du groupe d'une silhouette dans les bois, la photo est trop d'une mauvaise qualité pour déterminer réellement ce qu'il y a sur l'image. Ça pourrait tout simplement être un membre de l'expédition. Perso, je suis d'accord avec cette explication qui m'a l'air totalement honnête. Malgré toutes ces preuves qu'on a vues ensemble, on ne pourra jamais savoir ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là, puisqu'il n'y a pas eu de survivants pour raconter les faits. Ça reste des preuves qui prouvent le résultat qui a été découvert sur les lieux, mais ça prouve pas ce qu'il s'est réellement passé. Il existe tellement d'accidents qui engendrent les mêmes blessures découvertes sur les corps des randonneurs qu'on pourra jamais être sûr des hypothèses qui existent. Et même, ça se trouve que les lumières qui ont été aperçues au-dessus de la montagne cette nuit-là seraient vraies. Ils auraient pu rencontrer quelque chose que l'humain ne peut expliquer. Moi, personnellement, j'ai mon avis, mais j'ai aussi une partie de moi qui croit à une autre version. Je pense qu'il s'est vraiment passé un éboulement sur la tente des randonneurs, ce qui expliquerait les blessures et leur fuite en sous-vêtements. Je crois aussi à l'explication des visages qui ont été complètement abîmés dû au contact avec l'eau depuis plusieurs mois, mais je crois pas à l'explication des radiations qui dit que la zone a été déjà contaminée. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Je pense que c'est une explication un peu forcée. Le jour de la découverte des radiations présentes sur les corps, personne n'avait fait le lien avec la montagne qui était soi-disant réputée pour sa radioactivité. Bizarrement, c'est après 60 ans qu'on découvre que la montagne est radioactive. Ça reste complètement étrange de découvrir de la radiation sur des corps dans un tel endroit. Il y a forcément une explication totalement différente de toutes celles qu'on a vues. La conclusion de cette vidéo, c'est que personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. On peut que supposer les événements, mais la vraie vérité est partie avec les randonneurs pour toujours. Voilà comment se termine l'histoire des 9 randonneurs russes qui ont tous péri d'une manière qui dérange beaucoup de personnes. Maintenant, avant de faire des bonhommes de neige durant la saison hivernale, pensez à 2 fois de la taille que vous comptez lui faire, sous peine d'être écrasé comme ces randonneurs et de voir vos yeux s'arracher des... En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que l'histoire vous aura intéressé. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.